Nous sommes mardi 17 décembre. Vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Vous suivez RTI 1 reçoit. Et pour ce tout dernier numéro de l'année 2022-2024, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. Ce soir, Belmonde Dogo est avec nous. Miss Belmonde Dogo qui nous dira à peu près tout sur son département ministériel, ce qui est fait par le gouvernement en matière de cohésion nationale, en matière de solidarité et en matière de lutte contre la pauvreté. On parlera également des défis auxquels elle fait face au quotidien. Vous êtes donc les bienvenus dans ce numéro. Restez avec nous. C'est 1h30 d'échange. Madame le ministre, bonsoir. Bonsoir, Noël Zako. Bonsoir, Hamza. Pour m'accompagner, m'aider à vous entretenir, Madame le ministre. On aura donc Noël Zako, qui est le confrère du quotidien L'Avenir. Merci en tout cas d'être là, Noël. Madame le ministre, ici, les règles du jeu, c'est quand vous allez interagir avec le public qui va vous poser des questions via le code QR qui va s'afficher au bas de l'écran des postes téléviseurs, que les téléspectateurs pourront tout simplement scanner. Ils pourront aussi vous poser des questions par téléphone. Régis Kofi est déjà installé pour gérer cet aspect. Madame le ministre, cette question qui me vient donc tout de suite à l'esprit, c'est quoi être pauvre et être extrêmement pauvre? Merci Hamza. Être pauvre, c'est celui qui vit avec moins de 1012 francs par jour, donc je dirais 30 000 francs par jour. Et celui qui vit dans l'extrême pauvreté, c'est celui qui vit avec moins de 765 francs jour. Être pauvre, c'est ne pas avoir, je dirais, les besoins élémentaires. Donc vous avez la nourriture, les besoins alimentaires, ne pas pouvoir s'alimenter comme il se doit, donc les 3 repas par jour, ne pas avoir accès aux infrastructures sociales de base. Donc la pauvreté n'est pas que monétaire. D'accord. Les infrastructures sociales de base, notamment l'éducation, l'électricité. L'éducation, l'eau pour tous, l'électricité, pouvoir se soigner. Et il y en a combien en Côte d'Ivoire de pauvres? En Côte d'Ivoire, nous sommes à ce jour à 35% de pauvres. 35%. 35%. En 2018, nous étions à 39%. Ensuite, 2021, 37%. À ce jour, nous sommes à 35% de pauvres. C'est beaucoup, vous trouvez, non? Quand on sait d'où on vient et qu'en 2011, nous étions à 51%, je dis oui, le gouvernement a fait des efforts. Des efforts, donc ça va. Mais qu'est-ce qui explique justement, le gouvernement a fait des efforts, mais ça reste quand même assez important, ce chiffre. Qu'est-ce qui explique qu'on ait autant de pauvres chez nous? 35%? Lorsque vous dites autant de pauvres chez nous, vous comparez chez nous à quel pays? Autant de pauvres, je viens de vous dire que nous étions à 51% en 2011. À ce jour, nous sommes à 35%. Et si nous remontons bien plus loin des années avant, le chiffre était énorme. Des actions étaient menées grâce au PS-Gouv depuis 2018. Le gouvernement est à l'œuvre et même bien avant, il y a eu des actions concrètes pour réduire la pauvreté en Côte d'Ivoire. Ces actions vont continuer, vont se renforcer. Donc je ne suis pas d'avis avec vous de dire que ce nombre est élevé. 35%, en fait, je ne comparais pas à un autre pays, je nous compare à nous-mêmes. Je me dis 35%, beaucoup d'efforts ont été faits depuis 51% jusqu'à 35%, mais quand même 35%, c'est assez considérable. Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'augmentation, par exemple, du coût de la vie peut être une cause de la pauvreté? Non, là, je vous arrête tout de suite parce que le coût de la vie, non. Le gouvernement a mené des actions. Lorsqu'il s'agissait de parler du coût de la vie, sur l'électricité, sur le vivrier, sur les denrées alimentaires. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été menées, des actions qui ont été menées par le gouvernement. Donc, le coût de la vie n'a pas d'impact sur le vécu. Je vous ai dit, la pauvreté n'est pas que monétaire. Bien sûr. Si vous avez une localité qui n'a pas d'infrastructure, quand je parle d'infrastructure, je parle du rapprochement de la santé. Donc, vous avez les centres de santé urbains ou, on va dire, un centre de santé rural. Vous avez l'école, vous avez le collège, vous avez même les marchés. Et vous avez surtout les pistes. Parce qu'un paysan, il faut le dire en Côte d'Ivoire, n'a pas un problème d'alimentation. Nous n'avons pas un problème d'alimentation. Mais lorsque le paysan finit de cultiver et qu'il récolte
le fruit de son labeur et qui n'arrive pas à l'écouler ou il est livré à lui-même. Donc, c'est tous ces facteurs-là mis dans une assiette qui nous permettent d'avoir le taux de pauvreté. D'accord. Un pauvre en ville et un pauvre en milieu rural, est-ce qu'on les aide de la même manière déjà? Oui et non, parce qu'ils n'ont pas les mêmes réalités. Oui et non, parce qu'ils n'ont pas les mêmes réalités. En ville, celui qui est pauvre en ville peut ne pas avoir le minimum même pour se nourrir. Celui qui est pauvre en zone rurale, qui est dans un village, peut avoir de quoi se nourrir en ayant une petite parcelle de terre pour cultiver quelque chose. Donc, ils n'ont pas les mêmes réalités. Cependant, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le programme s'adresse aux deux. Que vous soyez en zone urbaine ou en zone rurale, vous êtes éligible au programme si vous vivez dans l'extrême pauvreté. Comment on aide concrètement, hein? Comment on aide celui qui est en ville, là, qui peut ne pas avoir de repas, les 3 repas, et en milieu rural, il a ses repas, mais peut-être qu'il n'a pas accès à l'éducation ou à d'autres infrastructures de base. Comment on les aide concrètement? Le premier palier, c'est d'abord le programme des filets sociaux, qui prend les deux en compte. Maintenant, celui qui est en zone rurale, le pauvre qui est en zone rurale, a certainement des difficultés pour que son enfant parte à l'école, des problèmes de santé. Donc, c'est le rapprochement des infrastructures sociales de base qui lui viennent en aide. En zone rurale, le monsieur, il est pauvre, certes, mais pour lui, l'école sera un coût. D'où l'importance de la distribution des kits scolaires pour permettre à son enfant d'aller aisément à l'école. Pour lui permettre de mieux se soigner, il a droit à la CMU. Celui qui est en ville aujourd'hui a droit à la CMU. Mais les actions pour la distribution des kits scolaires, c'est plus axé en zone rurale qu'en zone urbaine. Le pauvre qui est en zone urbaine peut facilement, à travers le programme des filets sociaux, avoir une activité génératrice de revenus qui ira plus vite que celui qui est en zone rurale. Madame le ministre, un éclairage pour ceux qui nous suivent. Votre ministère, ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté, c'est quoi son rôle exactement? Le ministère a en charge la mise en œuvre et le suivi du programme de la politique du gouvernement en matière de cohésion nationale, de solidarité, de lutte contre la pauvreté. D'accord. Alors, Madame la ministre, vous avez parlé tout à l'heure des filets sociaux. Alors, je veux savoir quel est le ratio entre le nombre de pauvres et les personnes que vous avez déjà assistées à travers ce programme-là. Je ne ferai pas des ratios. Je dirais que les bénéficiaires du programme des filets sociaux sont puisés dans le vivier de ceux qui vivent dans l'extrême pauvreté en Côte d'Ivoire. Le seuil de la pauvreté en Côte d'Ivoire? Le seuil de la pauvreté en Côte d'Ivoire, si nous parlons en termes de ménage, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est celui qui vit en dessous de 365. Extrême pauvreté, il y a 2 cas. Vous avez la pauvreté et l'extrême pauvreté. Est-ce que, en Côte d'Ivoire, on peut définir la région, par exemple, la plus pauvre? Oui. Les zones les plus pauvres en Côte d'Ivoire, est-ce que vous en avez une idée? Oui. En 2018, les zones... Avant 2018, les zones les plus pauvres, nous avons Folon, Kabadougou, nous avons le Tongpi, nous avons eu le Cavali. À ces jours, vous avez des régions comme le Tongpi et le Cavali qui sont sortis de cette zone rouge-là, le Kabadougou un peu moins, mais la zone qui est encore au rouge est celle du Bunkani. Mais le gouvernement est à l'œuvre pour faire sortir cette zone-là de la zone rouge. Et le gouvernement, comment? Vous faites quoi concrètement pour réduire le nombre de pauvres dans ces zones-là? À travers les différents programmes du gouvernement, donc vous avez le programme jeunesse, vous avez la carte CEMU. C'est vrai qu'on peut ne pas la considérer comme un élément, oui. Mais c'est un élément important parce qu'il permet aux ménages vulnérables de se soigner gratuitement. Vous avez la gratuité ciblée en matière de santé. Vous avez l'accès à l'eau potable qui compte dans le calcul du taux de pauvreté. Vous avez l'électricité pour tous, un village qui n'est pas éclairé. Quand on regarde les critères
il est éligible à l'extrême pauvreté. Donc, vous avez toutes ces actions du gouvernement qui sont menées dans cette localité aujourd'hui du Bunkani. Vous avez le reprofilage des pistes et vous avez le programme des filets sociaux. Donc, c'est une synergie d'actions de plusieurs ministères qui permettent à une région de sortir de la zone de pauvreté. Et ces régions-là sont en bonne voie pour sortir de la zone rouge? Ah oui, nous avons des zones qui sont déjà sorties de la zone rouge. Donc la région de Bunkani est en très bonne voie pour sortir de cette zone-là. D'accord. Noël Zako. Alors, Madame la ministre, une subvention de 36 000 dans le cadre pour les ménages vulnérables, dans le cadre du programme des filets sociaux. Beaucoup d'efforts sont faits. Et comment est-ce que vous jugez l'impact des filets sociaux dans la mise en œuvre? Justement, Madame le ministre, avant d'y répondre, si vous le permettez, on va suivre un élément vidéo. C'est un reportage de Davis Eyo. C'est une immersion dans l'univers des bénéficiaires du programme de filets sociaux productifs. On regarde et on revient. Ce salon de 3 mètres carrés sur 4 appartient à Thérèse Niamke, une bénéficiaire du programme des filets sociaux productifs. Cette mère de 3 enfants est coiffeuse depuis 25 ans. Elle exerce désormais son activité avec aisance dans la commune de Trècheville, précisément au quartier Biafra, après d'énormes difficultés. C'est très difficile. J'avais ma baraque qu'on pouvait déplacer et on avait des problèmes d'assainissement ici. Bon, il y a eu des travaux qui ont été faits au sein de Biafra et la baraque a été cassée. Aujourd'hui, grâce à la location trimestrielle non remboursable de 36 000 francs CFA sur 3 ans, octroyée par le gouvernement, sa vie a changé. Vraiment, quand ils sont venus, je ne croyais pas. Les 36 000 là m'ont vraiment aidé, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de me réinstaller. Je suis revenue en conteneur. De 1 casse, je suis passée à 7 casses. Je n'avais pas aussi assez de produits, comme vous le voyez. Et grâce aux filets sociaux. Elle reçoit en moyenne 5 clients par jour et réalise une recette journalière qui oscille entre 20 et 30 000 francs CFA. À la rue adjacente, l'activité de cette dame connaît un boom. De quelques céréales, Mariam Doumbia vend dorénavant plusieurs denrées alimentaires. Haricots, fonio, sorgho, mil, riz local, attiqué. Là-bas, là, c'est quoi? C'est fonio. Il faut donner 2 kilos d'haricots. 2 kilos de fonio. Avant filet sociaux, c'était pas facile. C'était un peu dur. Les vendeurs, ils ne me trouvent pas. Mais maintenant, filet sociaux est venu. L'argent est devenu beaucoup épais. J'ai fait tout à ça. Je m'habille, je paye maison, je paye courant, j'ai nourri mes enfants et tout va à l'école. Mariam réalise un chiffre d'affaires de 100 000 francs CFA en moyenne par jour et son ascension réjouit son entourage. Avant filet sociaux, elle prenait un peu de tout. Mais depuis filet sociaux est rentré dans sa vie, sincèrement, nous-mêmes, on est contents de notre soeur. En plus des zones urbaines et périurbaines, le programme des filets sociaux productifs touche les populations des zones rurales. Ces zones concentrent les taux les plus élevés de pauvreté. Agboville, capitale de la Nibi-Tiassa, direction Ongo, village situé à environ 3 km d'Agboville. Ce matin, Prudence, agent communautaire du programme des filets sociaux productifs depuis 1 an, est sur le terrain. 2 fois par semaine, elle effectue une visite chez les bénéficiaires de cette zone. Nous rendre du ton corps pour voir les poulets sont à quel niveau, puisque nous tendons vers les fêtes. Si les poulets sont prêts à être vendus. Aimé, éleveur, bénéficie de l'assistance du gouvernement depuis 1 an à travers la location trimestrielle. Cette aide lui a permis d'agrandir sa ferme. J'ai reçu une visite où on me parle des filets sociaux. Vraiment, je leur ai raconté comment je vis. C'était difficile pour moi de pouvoir dépenser au-delà de 300 francs. C'est en cela, après leurs enquêtes, vraiment, ils m'ont maintenu. Depuis, j'avais commencé avec 50, 50 même pour les nourrir, c'était difficile. Aujourd'hui, par la grâce des filets sociaux, ça m'a aidé à arriver jusqu'à aujourd'hui à 210. L'activité lui rapporte 150 voire 200 000 francs CFA comme bénéfice
Une prouesse pour ce père de 5 enfants. Je suis effectivement fier parce que j'ai un soutien. La Côte d'Ivoire me soutient. Moi étant pauvre, souffrant, la Côte d'Ivoire m'est venue en aide. Aujourd'hui, je m'en sors. Dans ce village, les bénéficiaires sont au nombre de 19. Ils sont tous déterminés comme les 41 bénéficiaires de Bonicro, le village voisin. Mécaniciens comme agriculteurs, l'histoire de ces bénéficiaires est différente, mais l'objectif est identique. Gilbert, agriculteur, avait du mal à rendre rentable sa plantation. La main tendue de l'État lui a permis d'évoluer considérablement. Au moment où je n'étais pas bénéficiaire, je faisais un petit champ, au moins un demi-hectare. Mais aujourd'hui, avec Filios Sociaux, j'ai agrandi mon champ. Je suis parti maintenant à 2 hectares de bananes, à 1 hectare de manioc. Et puis aujourd'hui, j'ai fait un demi-hectare d'aubergines qui me permet à scolariser mes enfants, à scolariser, à aider même ma famille. Gilbert s'est même offert une moto et a équipé sa maison. En plus du paiement trimestriel, Gilbert reçoit un encadrement de la part des agents communautaires. Avec les renseignements, ça m'a permis aujourd'hui d'économiser, ça m'a permis aujourd'hui d'être autonome, ça m'a permis aujourd'hui d'être M. Boni que je suis. Soutien financier, encadrement et suivi, c'est la technique utilisée par le gouvernement pour faire reculer considérablement la pauvreté. À ce jour, ce sont 457 000 ménages impactés par le programme des filets sociaux productifs par an, soit 432 000 francs CFA sur 3 ans. Merci beaucoup, Davis Oyo. Un reportage donc signé Davis Oyo. Madame le ministre, je voudrais vous dire que nous sommes suivis en ce moment aussi sur Radio Côte d'Ivoire, directement Radio Côte d'Ivoire et sur RTI Digital. Alors, Noël Zakol disait 36 000 francs CFA, 12 000 francs à peu près par mois. C'est vrai qu'on a vu quelques-uns qui s'en sont bien sortis. Mais est-ce que, Madame le ministre, c'est suffisant, 36 000 par trimestre? 36 000, c'est suffisant pour quelqu'un qui n'arrivait pas à avoir 15 000 francs au mois. 36 000 francs, c'est suffisant lorsque le ménage bénéficiaire est accompagné par des formations, par des sensibilisations. Lorsqu'il reçoit une formation au budget familial, à comment utiliser un budget familial. Lorsqu'il reçoit une formation aux compétences de vie, oui, 36 000 peut l'amener à avoir une activité génératrice de revenus. D'accord. Quand vous faites vos calculs, hein, il y en a combien qui réussissent à s'en sortir? Est-ce que les 100% de tous ceux à qui vous venez en aide, est-ce que tout le monde arrive à faire quelque chose justement de cet argent? Selon la dernière étude faite par l'INSEA, qui est aujourd'hui l'ANSTAT, si j'ai bonne mémoire, nous sommes à 78% du taux de réussite dans le programme des filets sociaux. D'accord. Et c'est fait, hein, ils sont aidés pendant 3 ans, ce n'est pas toute la vie. Après ces 3 ans, qu'est-ce qu'ils deviennent, nos bénéficiaires? Après 3 ans, mais ils continuent l'activité. Il faudrait le dire, le programme des filets sociaux s'étend sur 3 ans. Pendant 3 ans, chaque 3 mois, ils perçoivent 36 000. À l'initial, c'est lorsqu'ils sortent du programme qu'ils sont amenés à avoir une activité génératrice de revenus. Mais ce que nous avons fait, c'est de les emmener à avoir cette activité génératrice de revenus. Pendant la formation. Pendant la formation, pendant qu'ils sont dans le programme, afin de leur permettre de pouvoir répondre aux différents chocs qu'ils pourraient recevoir. Et cela fonctionne très bien. Lorsqu'ils sortent du programme, 6 mois après, ils sont toujours accompagnés par les agents communautaires. Nous voulons nous assurer qu'au moins de choc, ils sont toujours résilients. Ils continuent soit l'activité génératrice de revenus, soit l'activité qu'ils ont menée pendant qu'ils étaient dans le programme. Des pauvres, il y en a beaucoup, hein, 35% vous avez dit. Comment ils sont choisis ceux-là, ceux qu'on vient de voir? Nous avons, je dirais, deux sélections en zone rurale et en zone urbaine. En zone rurale, après l'enquête de ménage et je dirais la sélection des ménages, la validation, elle est faite sur la place publique, en présence du chef de village, en présence des leaders de communauté, la présence des femmes, la présence des jeunes, ce qui n'est pas le cas en zone urbaine. En zone urbaine, c'est un comité dans lequel vous avez
le corps préfectoral, vous avez les élus, vous avez les différentes directions du ministère de la Femme, le ministère de la Protection sociale et le ministère de la Solidarité. La différence entre, je dirais, ces deux sélections, ce sont les mêmes critères. Ce sont les mêmes critères, mais je dirais c'est le comité qui change. En zone urbaine, vous avez les élus, le corps préfectoral et les différentes directions, mais en zone rurale, c'est en présence du sous-préfet, lorsque nous sommes dans une sous-préfecture, la chefferie, les leaders de communauté, les leaders de religion, présents des femmes, présents des jeunes, toute la population villageoise. D'accord. À ce jour, c'est quoi le montant que vous avez déboursé pour ce programme? À ce jour, nous sommes à 149 milliards. De 2017 à ce jour, nous sommes à 149 504 724 000. 149 milliards. On nous signale des arnaques souvent. Hein. On dit qu'il y a des personnes qui se font passer pour des agents de votre ministère et qui promettent à leurs victimes de pouvoir les inscrire sur les listes des filets sociaux productifs. Vous luttez contre cela comment, contre ce phénomène? Nous luttons contre ce... D'abord, il faudrait que la population ivoirienne retienne que le programme des filets sociaux, il est gratuit. C'est la contribution de l'État, du gouvernement, à relever le niveau de vie de ceux qui vivent dans l'extrême pauvreté, dans la pauvreté. Le programme des filets sociaux, il est gratuit et c'est valable pour la solidarité. Vous êtes au courant quand même de ce que je dis, de ces arnaques qui existent? Oui, nous sommes au courant et via nos canaux, via les médias, nous faisons des sensibilisations pour rappeler à la population que les actions du ministère de la Solidarité, toutes les actions du ministère de la Solidarité, toutes les actions sont gratuites. On ne paye rien, que ce soit au programme des filets sociaux, que ce soit à la solidarité ou même à la cohésion nationale. Rien n'est payant, tout est gratuit. Il n'y a pas de prêt à la solidarité. D'accord. Noël Zako. Madame la ministre, 36 000, vous avez dit, c'est beaucoup pour quelqu'un qui n'avait presque rien. Est-ce que, dans la perspective de l'amélioration de cette politique-là, est-ce que vous pensez à une révalorisation des montants qui sont alloués aux personnes? Écoutez, nous travaillons à atteindre le chiffre de 500 000 ménages d'ici à fin 2025. C'est notre priorité. On est déjà à 457 000. Nous sommes à 457 000 et nous travaillons à avoir 500 000 ménages d'ici fin 2025. Pour le moment, c'est notre priorité d'avoir ces 500 000 ménages tels que fixés par le PND, par le gouvernement. Et oui, nous explorons l'éventualité de rehausser un peu ce montant-là. Mais si je devais choisir entre relever le montant à 40 ou 50 000 et avoir que 450 000 et avoir 500 000 ménages qui vont percevoir 36 000, le choix est vite fait. Je préfère avoir mes 500 000 ménages qui sortent de la pauvreté. Vous choisissez le plus grand nombre de ménages plutôt que très peu de ménages avec beaucoup plus de moyens. Oui, je préfère avoir très peu de ménages et un montant élevé et avoir plus de ménages, mais avec les 36 000. Je vous l'ai dit, avec 36 000, lorsque le ménage est bien accompagné et que le ménage est suivi, il s'en sort. On a vu la preuve tout à l'heure à la télévision avec le reportage. D'accord. On parle de plus en plus de formation des bénéficiaires. Vous en parliez à l'instant. Comment ça se fait exactement? Les bénéficiaires reçoivent ces formations-là par le biais des agents communautaires. Nous en avons 805. Ce qui est très peu pour couvrir les 31 régions. Très peu, oui et non à nouveau. 805 agents communautaires. Nous étions à 600. Nous avons travaillé à en avoir 805. Nous allons continuer à travailler à en avoir plus parce que pour nous, l'accompagnement est le plus important. C'est vrai, c'est important les 36 000 que nous donnons chaque 3 mois aux ménages bénéficiaires. Mais si nous voulons avoir des ménages qui sortent dans l'extrême pauvreté, il faudrait ajouter à ce transfert monétaire-là le paquet d'accompagnement que nous faisons et avoir ces agents communautaires aux côtés des ménages bénéficiaires est très important parce qu'il leur permet d'avoir des formations
en compétences de vie, comme je l'ai dit tantôt, budget familial, formation pour une activité génératrice de revenus, sensibilisation à la déclaration des naissances, c'est un secret pour personne. Les ménages qui vivent dans l'extrême pauvreté ne déclarent pas les naissances. Vous avez des formations en alphabétisation, amener le ménage vulnérable à utiliser le chemin de l'hôpital que de l'automédication. Donc, c'est toute une formation qui accompagne les ménages bénéficiaires. C'est très joli, toutes ces formations-là, mais pour l'ensemble des 31 régions, est-ce que pour être plus efficace, vous ne songez pas à monter un peu plus le nombre d'agents? Je vous l'ai dit tantôt, nous travaillons à augmenter. À combien et pour quand, pour quel délai? Je ne vous donnerai pas de date ici. Nous étions en 2021 à 600, vous l'avez dit. Nous sommes en 2024, nous sommes à 800. Oui, en 2025, à 1000 peut-être. Je ne donnerai pas des chiffres sur ce plateau. Qu'est-ce qui fait le problème? Qu'est-ce qui fait que ça peut pas, vous ne pouvez pas en avoir un peu plus et très rapidement? Nous avons un budget. D'accord. Et c'est dans ce budget-là, nous avons la part des ménages bénéficiaires et des agents communautaires. Les agents communautaires sont payés par le programme des filets sociaux. D'accord. Noël Zako. Madame la ministre, un programme qui marche, mais quelques soucis de retard de paiement. Il nous est revenu plusieurs fois que des ménages n'avaient pas perçu assez tôt leur pécule, on va le dire ainsi. Est-ce que vous avez eu vent de cela et comment est-ce que vous comptez... C'est aussi un problème de budget, madame? Monsieur Hamza, je ne vous répondrai pas comme ça. Les retards, oui, par moment, mais nous les rattrapons très rapidement. Il nous arrive d'avoir des retards de paiement. Le programme peut avoir dû à quoi, des retards de paiement. C'est dû à quoi ces retards? Pour les bénéficiaires. Oui. Nous avons dans le programme, vous avez deux contributions. Donc vous avez l'État des Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Et vous avez des bénéficiaires qui sont payés sur la part État, d'autres qui sont payés sur la part Banque mondiale. Il peut arriver que dans les périodes de décaissement, il y a une lenteur. Mais on n'a jamais bouclé un cycle ou fini une cohorte sans avoir validé les 3 ans de paiement. Donc, il peut y avoir un décalage de 3-4 jours, une semaine, mais nous n'allons jamais au-delà de 2-3 mois. Et comment vous pensez pérenniser ce programme, le programme de filets socioproductifs? Il faut le dire, nous sommes passés de projet à programme. De 2017 à 2021, c'était un projet. Aujourd'hui, nous avons su faire passer ce projet aujourd'hui à programme. Et un programme qui est inscrit dans le PND du gouvernement ne peut être que dans la durée. Nous allons continuer, je vous l'ai dit tantôt, on travaille à en avoir 500 000. S'il n'était pas inscrit dans la durée, qui n'était pas dans la vision du président de la République, nous n'allions pas nous projeter pour avoir les 500 000. C'est un programme voulu par le président de la République qui est dans la vision du programme du président de la République. Donc, il est inscrit au PND et il sera dans le PND jusqu'au-delà de 2030 s'il le faut. À ce jour, dans la lutte contre la pauvreté, si on vous posait la question, vous diriez forcément peut-être que vous êtes satisfait de votre bilan actuel à ce jour. Je ne vais pas m'auto-flageller. Mais du programme des filets sociaux, oui, je suis satisfait du programme des filets sociaux. C'est un programme qui nous a permis d'avoir 457 000 ménages ivoiriens. Donc, on dit ménage, donc multiplier ce nombre-là par, je dirais, le plus petit chiffre en moyenne qui est 5. Un ménage en Côte d'Ivoire, la moyenne, c'est 5. Donc, multiplier ce nombre-là par 5 et vous verrez le nombre d'Ivoiriens que le ministère prend en charge. Donc, oui, je suis satisfait du programme des filets sociaux et nous espérons faire plus afin d'atteindre les 500 000 ménages. Alors, ces nombreux déguerpis qui ne savent où aller aujourd'hui, j'ose croire que cela ne vous satisfait pas. Vous m'avez parlé du programme des filets sociaux. Là, vous me parlez des déguerpis. Écoutez, dans les déguerpis, tous les déguerpis n'étaient pas vulnérables. Non, tous les déguerpis n'étaient pas vulnérables. Il y avait des maisons. Pour nous, le vulnérable... Allons-y donc pour ceux qui le sont.
Oui, pour ceux qui le sont, pour ceux qui le sont, le gouvernement est à la tâche afin de leur permettre de réintégrer des maisons décentes. Et bon là, je vais le dire sur le plateau, nous avons 450 DGP qui seront éligibles au programme des filets sociaux. Programme donc, 450 qui vont rentrer qui rentrent dans la vague de la dernière cohorte. D'accord. 450 DGP, ce qui fera 450 familles, donc. 450 familles. D'accord. Je vois aussi que vous signez parfois des partenariats avec des ONG dans la lutte contre la pauvreté. Si j'ai souvenance, par exemple, d'une signature de convention avec des ONG, une ONG comme Hope Dengele. C'est quoi le contenu de ce type de partenariat? Je dirais un partenariat gagnant-gagnant. Nous avons des ONG qui, par les actions sur les terrains, font de la solidarité une des valeurs les mieux partagées. Vous avez d'autres ONG qui travaillent dans le cadre de la cohésion. Pour nous, il est important d'avoir ces ONG-là avec le gouvernement. J'aime le dire, le gouvernement fait sa part, mais le gouvernement peut pas être partout, le gouvernement ne peut pas tout faire. Donc avoir ces ONG qui sont sur le terrain, qui mènent des actions de solidarité ou de cohésion, il est important que le gouvernement soit aux côtés de ces ONG et en retour, ces ONG-là deviennent un peu les bras séculiers de ce que le gouvernement fait en termes de solidarité ou en termes de cohésion. Même si quand je parle sur le volet cohésion, le gouvernement peut pas être sur toute l'étendue du territoire en train de parler de sensibilisation, de formation, et c'est valable pour la solidarité. C'est vrai que nous sommes très présents pour la solidarité, mais nous ne pouvons pas couvrir toute l'étendue du territoire en un mois. Donc avoir ces ONG sur le terrain, dans le cadre de la solidarité, mais tout ça est profitable et au bénéfice des ménages qui en ont besoin. Des ménages vulnérables. Madame le ministre, les AVEC, anciennement c'était Association villageoise d'épargne et de crédit, et désormais ça s'appelle Association de valorisation de l'entraide communautaire. Tout à l'heure, vous allez nous dire pourquoi ce changement de dénomination, mais en attendant, notre reporter Siaka Kone nous fait découvrir l'organisation et le fonctionnement de ces AVEC. Nous sommes au quartier Prof dans la commune de Tiassalé, région de la Niébi-Tiassa. Nguessantabi Nadège est coiffeuse et mère de 4 enfants. Elle mène ses activités dans ce conteneur depuis quelques années. Son adhésion à l'AVEC, Association de valorisation de l'entraide communautaire Eboyoukoum ou Union, a été un déclic pour son business. Grâce à AVEC, j'ai fait un conteneur. Et puis, je suis allée à Abidjan, j'ai fait des achats, j'ai payé des mèches pour tresser avec. Et j'ai payé un congélateur. Je vends de la glace, du jus avec de l'eau. Aujourd'hui, Nadège se dit heureuse d'avoir diversifié ses sources de revenus grâce à cet accompagnement. Mieux, elle a pu convaincre son époux, lui aussi devenu membre de l'AVEC. Non loin de là, à la locodrome du quartier BT, Karine, membre du AVEC, propose des repas très appréciés. La première année, j'ai commencé avec une carte. Je pensais que c'était de l'amusement. J'ai fait avec une carte. Mais j'ai eu, je crois, 350 000. Ça m'a motivé. L'année qui a suivi, j'ai fait 2 cartes. Cette année, j'ai fait 5 cartes. Quand je venais à Tiassalé, je suis venue avec un sachet bleu. Maintenant, j'ai chez moi. J'ouvre la porte de chez moi, tranquillement. J'ai eu 3 congélateurs, un frigo, à la maison comme ici. Les exemples sont multiples, tout comme celui de Daté Clarisse, propriétaire d'une quincaillerie et d'autres AGR, activités génératrices de revenus. Des activités boostées grâce aux prêts et parts d'investissement dans son AVEC. J'ai commencé depuis 2016 avec des faibles moyens. Mais depuis 2023, mes activités ont pris une autre tournure avec l'avènement d'AVEC à Tiassalé. Aujourd'hui, je vis une vie très épanouie. Toute chose qui nous amène à en savoir davantage sur cet instrument de lutte contre la pauvreté, piloté par le ministère de la Cohésion, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté depuis 2022. Nous regagnons donc le siège d'une ONG de la place, où se tient la toute dernière réunion statutaire d'une AVEC de l'année. Le fonctionnement, l'organisation, l'attribution des crédits et le mécanisme de partage des parts ont été nos préoccupations. Autour de la table de séance, les membres du bureau et un coach ou un facilitateur communautaire. Alors mon rôle est de
formé d'enseigner la méthodologie avec aux membres. Au départ, beaucoup n'ont pas vu ces données. On a commencé 2 groupes, 3 groupes, maintenant ainsi de suite, ils ont vu que c'est bon, parce qu'à la fin de l'année, on se retrouve avec une somme. Et avec ça qu'on parlait, et ça a motivé les gens. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est devenu une grande chose, il y a devenu beaucoup d'affaires avec Atia Saleh. L'attribution et le remboursement de crédits, de même que l'achat et le partage de parts, sont définis par le statut et un règlement intérieur. La solidarité et la volonté d'autonomisation étant de mise. À l'instar de l'AVEC Union, l'ensemble des AVEC disposent d'AGR communautaires en vue de renflouer les caisses. Les intérêts générés par les crédits octroyés et le retour des AGR communautaires sont les principales sources d'approvisionnement des caisses partagées aux membres à l'issue d'une session normale. La cérémonie de restitution du bilan des AVEC du département de Tia Saleh, tenue le vendredi 13 décembre dernier, a montré la santé financière et le dynamisme de ce outil de lutte contre la pauvreté. Des témoignages émouvants à l'issue de la série d'allocutions n'ont pu laisser indifférente la directrice de la stratégie de la réduction de la pauvreté. Voir ces 192 AVEC qui se mettent ensemble pour faire leur partage, c'est une grande satisfaction pour nous. C'est à la fois un moyen pour nous de promouvoir la cohésion, de promouvoir la solidarité et de promouvoir la lutte contre la pauvreté. Les 5 fédérations des AVEC du département de Tia Saleh cumulent au thème de la session 2024 plus de 500 millions de francs CFA en termes d'épargne mobilisée, plus de 11 millions en termes de cumul solidarité et plus de 322 millions de crédits octroyés. À noter que les AVEC ont vu le jour en Côte d'Ivoire en 2006. Elles s'étendent aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire ivoirien avec 21 984 AVEC. Merci beaucoup, Siaka Kone. Madame le ministre, je vous le disais, vous allez nous dire déjà pourquoi on est passé d'association villageoise d'épargne et de crédit à association de valorisation d'entraide communautaire. Pourquoi? Et puis, c'est quoi une AVEC? Nous sommes passés d'association villageoise d'épargne et de crédit à valorisation de l'entraide communautaire parce que dans l'ancienne dénomination, vous avez le vocable rural. Et nous avons voulu faire de cet outil-là un élément fort. National, mais fort d'abord, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, mais mieux un élément de solidarité et de cohésion. Et ce qui va me permettre de vous dire c'est quoi l'AVEC. Oui. Comment on monte une AVEC aussi? Allez-y, qu'est-ce que c'est l'AVEC? L'AVEC, comme l'a dit tout à l'heure le mission, c'est depuis 2006, mais c'était plus en zone rurale. C'est ça. C'était vraiment un élément, mais plus en zone rurale. Et nous avons voulu faire sortir cet outil important de la zone rurale pour la zone urbaine et la zone périurbaine. Alors, comment on monte une AVEC? D'abord, c'est un regroupement de 15 à 30 membres. De 15 à 30 membres, je précise qu'il faudrait que les membres soient, je dirais, dans la même zone d'habitation. Parce que les membres se réunissent une fois dans la semaine. Donc, s'ils habitent dans des zones, dans des quartiers très éloignés, ça va poser le problème des réunions. Donc, l'idéal est que ces membres-là soient dans la même zone d'habitation. Donc, réunion une fois dans la semaine. Et au cours de cette réunion-là, les membres cotisent. Et les cotisations partent de 500 francs jusqu'à 2500 à 5000 en fonction de la capacité d'épargne du bénéficiaire. Il n'y a pas de montant fixe pour chaque bénéficiaire. Mais ce qui est intéressant est que vous avez des amendes dans le règlement. Et le règlement, il est écrit par les bénéficiaires eux-mêmes. Le règlement n'est pas écrit par le ministère. Donc, c'est ramener, je dirais, la responsabilité à la base. Ils deviennent responsables. Ils sont soutenus par le ministère parce que si ce ne sont que des membres qui sont des paysans, qui ne savent vraiment pas... D'accord, allez-y. Mais j'en viens. Donc, les membres eux-mêmes, ils déterminent l'amende. Si le téléphone vibre pendant la réunion, sonne pendant la réunion, ils peuvent payer une amende de 100 francs, de 200. Tu viens en retard à une réunion sans une excuse valable, tu payes une amende. Et vous avez la caisse de solidarité.
Cette caisse-là a eu un impact réel sur les populations, surtout en zone rurale, parce que vous avez des populations pour des questions de funérailles ou de naissances, pouvaient mettre en gage soit la maison ou la plantation. Et la caisse de solidarité permet de venir en soutien aux membres qui en ont besoin. Et vous avez les agents communautaires, les filets sociaux, qui encadrent les différents membres bénéficiaires des AVEC. Maintenant, nous sommes sortis du programme des filets sociaux pour en faire un outil national, puisque vous avez les différents ministères qui le font, le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Femme, le ministère des Affaires sociales, mais la tutelle reste au ministère de la Solidarité. Mais, on parle d'épargne, c'est une épargne. Parlant d'épargne, est-ce que ça ne devrait pas être couvert essentiellement par le ministère de l'Économie? Il y a cette polémique-là qui court. Non, ce n'est pas une polémique. Ce n'est pas une polémique parce que dans les AVEC, il y a certes l'épargne, mais nous mettons en avant, comme je vous l'ai dit, nous mettons en avant le volet solidarité et cohésion sociale. Ce n'est pas que, ils ne se retrouvent pas que pour l'épargne. C'est vrai que quand ils viennent, c'est une épargne minime de 500, de 1000 francs, de 2000, mais ils ne se retrouvent pas que pour l'épargne. L'AVEC n'est pas que le volet financier. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Mais il y a ensuite des formations pour les ménages bénéficiaires. Il y a ensuite que nous les emmenons à avoir une activité commune. Une activité commune. Et il y a ensuite qu'en cours de gestion, parce que l'AVEC, c'est de 1 à 9 mois ou 12 mois, ça dépend du cycle que les bénéficiaires veulent faire. Il y a ensuite qu'en cours des cycles, le ménage, je dis ménage parce qu'à cause des filets sociaux, mais le membre bénéficiaire peut prendre un prêt. D'accord. Mais un prêt à taux réduit pour lui permettre d'avoir une activité génératrice de revenus. Donc l'AVEC est aussi un élément qui nous permet de lutter contre la pauvreté. Est-ce que ça peut être assimilé à un microcrédit? On parle de dans certains pays, les AVEC ont migré pour les microcrédits. Pour l'heure, en Côte d'Ivoire, nous restons en association pour permettre aux bénéficiaires d'avoir cette maturité-là afin de les orienter ensuite pour les banques. Le défi à relever, et Madame le ministre, cette année, c'était d'installer 4000 AVEC. 4000 AVEC, et nous avons, sur notre feuille de route... On est à 2 semaines de la fin de l'année, vous avez atteint l'objectif? Sur notre feuille de route donnée par le Premier ministre Berger-Mambé, nous devions installer 4000 AVEC. À ce jour, nous sommes à 6042 AVEC installés par le ministère. Mais au plan national, nous sommes à 21 000 AVEC parce que nous avons des partenaires comme CARE, Solidaridad et bien d'autres partenaires que je ne peux citer maintenant. Donc, nous les menons avec d'autres partenaires. 4 000, c'était pour cette année. Vous êtes à 6 000. C'est donc aussi simple que ça d'en installer des AVEC? Non, ce n'est pas si simple que ça. Nous aurons pu faire plus, mais pour nous, l'élément important est d'installer des AVEC qui vont rester dans la durée. Il ne faudrait pas installer parce que le gouvernement l'a demandé, installer pour installer, mais nous les installons et nous les suivons. Et comme je vous l'ai dit, c'est un cycle. C'est de 1 à 9 mois. Ça. Et pour quelques associations, toutes ne choisissent pas le cycle de 1 à 9 mois. En grande majorité, choisissent 9 mois. Il y a d'autres qui choisissent 12, mais en grande majorité, elles choisissent 9 mois, d'autres choisissent 12. Mais ce que j'ai dit tantôt est que c'est vrai qu'ils mettent de l'argent dans une caisse. C'est une caisse à 3 compartiments. Vous avez la caisse d'épargne, la caisse de solidarité, une 3e caisse d'emprunt. D'emprunt, d'accord. Une 3e caisse qui existe. Nous en avons 3 caisses. Donc, la caisse d'épargne, la caisse de solidarité, je dirais la caisse de cotisation. D'accord. Et pour 2025, c'est quoi les perspectives en ce qui concerne les AVEC? Pour 2025, c'est d'avoir, sur toute l'étendue du territoire, 25 000 AVEC. Globalement. Bien structuré, on est à 21 000. En exercice. Bien structuré. Et en exercice. D'accord. Madame le ministre, les populations ont envie de vous poser des questions.
elles nous ont joint par téléphone. Régis Kofi est de l'autre côté. Il a recueilli les préoccupations des populations. Nous avons aussi des questions que nous avons reçues par QR code. Donc, nous allons maintenant répondre aux questions des populations. Régis Kofi, si vous nous entendez, c'est à vous. Bien le bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Monsieur Konaté nous appelle de la ville de Safra. Il souhaiterait savoir ce que le ministère de la Solidarité a prévu pour soutenir justement les familles vulnérables en cette période de fête de fin d'année. Madame Boka à Bingerville pose la question de savoir comment saisir les services du ministère lorsque les difficultés de la vie se présentent. C'est à peu près la même question que Mme Zouzou a posée. Elle nous appelle de Bingerville et elle se prononce également sur le programme des filets sociaux, comment saisir le ministère pour justement être inscrit sur ce programme-là. Et puis, Mme Francette qui nous appelle de Logualé, qui nous fait remarquer qu'il y a, semble-t-il, un réseau autour des sélections pour les bénéficiaires des filets sociaux dans sa localité. Monsieur Kwaku Boris nous a joint de la ville de Bouaké. Est-ce qu'il y a un projet à long terme pour faire baisser le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire? Voilà, c'est tout, Hamza, pour cette première vague. Merci beaucoup, Régis Kofi. Madame le ministre, à ces 4 questions, on va ajouter 3 autres qui nous viennent des téléspectateurs par QR code. Ou bien, on va y aller d'abord avec ces questions, allez-y. Et puis les questions QR code vont suivre. Je commencerai par M. Konaté, je crois qu'il est appelé de Saint-Fra. Qu'est-ce que le ministère a prévu pour les ménages vulnérables en cette fin d'année? Le ministère a prévu la distribution de kits alimentaires et de jouets pour les enfants. En cette fin d'année, nous avons 3 000 et 4, je dirais 4 000 enfants qui vont recevoir des jouets et 1 500 ménages qui vont recevoir des kits alimentaires. Et les zones concernées? Les zones concernées, nous avons la région, on va parler en termes de région, nous avons la région de Lamé, nous avons la région de Lamé, nous avons le district d'Abidjan, nous avons la région du Gor, nous avons la zone de Tengrela. Dans la Bagoué. Nous avons la Bagoué. Nous avons, il y a une dernière région, il ne faudrait pas que... D'accord, ça va peut-être vous revenir. Qui va me revenir. Et deuxième question, comment vous saisir justement face aux difficultés quand on veut saisir votre département, votre ministère, comment on fait? Pour nous saisir, soit on écrit directement au ministère, ou on passe par le biais de nos directeurs régionaux, où nous avons l'observatoire qui nous remonte... l'Observatoire de la cohésion de la solidarité qui nous remonte bien souvent les cas de ménages vulnérables. D'accord. Nous avons aussi les différentes mairies, puisque nous travaillons en liaison avec les mairies, donc nous avons les différentes mairies. D'accord. Et on dit qu'à Logualé, il existerait un réseau pour choisir justement les bénéficiaires des filets socioproductifs. Mais c'est ce que je vous disais tantôt, M. Hamza. Il n'existe pas de réseau. Il ne faudrait pas que la population se laisse berner par ces charlatans-là qui créent des réseaux en stockant des sous à la population. Pour être éligible au programme des filets sociaux, vous ne payez rien. Mais mieux, si c'est Logualé, vous avez la zone rurale et la zone urbaine. Donc, si c'est en ville, vous avez le comité, donc elle peut saisir le corps préfectoral lorsque nous avons des réclamations. Ces réclamations-là peuvent être adressées soit au corps préfectoral, qui est le préfet de région, qui est le président du comité, ou directement au ministère, ou même au programme. D'accord. Qu'est-ce qui est prévu pour réduire la pauvreté en Côte d'Ivoire? Ce qui est prévu par le gouvernement pour réduire la pauvreté en Côte d'Ivoire est de renforcer toutes ces actions déjà en cours, ces actions déjà menées, comme l'électricité pour tous, l'accès à l'eau potable en zone rurale pour les populations de plus de 500 000 habitations,
la gratuité ciblée, continuer la gratuité ciblée, le rapprochement des infrastructures comme l'école, les centres de santé auprès des populations et je dirais le programme des filets sociaux. Et nous avons aussi les kits scolaires. Donc c'est tout le programme social du gouvernement qui sera renforcé et qui va nous permettre de réduire la pauvreté avec les infrastructures. D'accord. Madame le ministre, on a 4 petites questions QR code. Pensez-vous que les efforts du gouvernement auprès de la population concernant la lutte contre la pauvreté sont-ils équitables? Y a-t-il pas des zones ou des régions qui sont défavorisées? Ça, c'est le premier élément. Deuxième, Madame le ministre, bonsoir. Quel mécanisme est mis en place pour identifier réellement les personnes dites pauvres? Et bonne émission à vous. Et puis, il y a Canet qui demande quelles sont les différentes sortes de personnes, les catégories en tout cas de personnes qui peuvent bénéficier des aides, Madame le ministre. Et puis, il y a des questions auxquelles vous avez déjà répondu. Hein. Et puis, dernière question, comment le gouvernement prévoit de lutter contre les inégalités sociales et économiques pour bâtir une nation plus solidaire? Vous avez 1 minute pour répondre à ces 4 questions. 1 minute? Oui. Pour 4 questions. La première question, c'était est-ce que l'action du ministère est... Les efforts du gouvernement concernant la lutte sont-ils équitables? Oui, les efforts sont équitables. Il faudrait dire que les actions menées par le ministère, même le gouvernement, nous ne nous levions pas comme ça pour désigner la localité pauvre ou celle qui en a besoin. C'est après étude, après analyse, avec la cartographie de la pauvreté, que les actions sont menées pour permettre, pour faire sortir ces régions-là de la pauvreté. Donc oui, les actions sont équitables. Cette question-là, si je vais au-delà de la question, c'est vrai, beaucoup d'actions ont été menées dans certaines localités, parce que ces localités-là étaient vraiment en marge du progrès du pays. Donc aujourd'hui, ces localités-là sont sorties de la zone rouge. Nous avons d'autres localités qui sont en cours de sortir de cette zone rouge-là. Donc oui, les actions du gouvernement sont équitables et aucune région n'est défavorisée. D'accord. Madame le ministre, quel mécanisme est mis en place pour identifier les pauvres? Le mécanisme qui est mis en place pour identifier les pauvres, comme je l'ai dit, nous partons d'abord de la cartographie de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Et c'est en fonction de cette cartographie-là que nous nous déployons dans la localité. Et nous avons des critères. Alors, vous ne pouvez pas vous déclarer pauvre si les agents arrivent à votre domicile, que nous avons la télévision, nous avons la radio, nous avons le congélateur, nous avons des fauteuils. Vous n'êtes pas pauvre. Donc, il y a certains critères qui nous permettent de définir... Et si on me les a offerts? Il n'y a pas que ça. Il y a votre niveau de vie. Vous ne pouvez pas vous déclarer pauvre si vous avez un revenu. Et comme on l'a dit tantôt, un revenu qui est au mois, entre 10 et 30 000, vous êtes dans l'extrême pauvreté. Donc, vous avez le revenu. Si vous vous considérez pauvre, nous allons vous demander votre revenu. Vous ne pouvez pas être un instituteur, vous ne pouvez pas être un infirmier, être un médecin et dire que vous êtes pauvre. D'accord. Vous pouvez avoir des difficultés dans la vie, mais vous n'êtes pas pauvre. D'accord. Comment le gouvernement prévoit de lutter contre les inégalités sociales et économiques? Très rapidement. Par les actions. Dans la politique voulue par le président de la République, aucune contrée, aucune région ne doit rester en marge du développement de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que les actions menées ne sont pas toutes menées en même temps, puisque vous avez d'autres régions où c'est déjà bien visible le développement, et vous avez d'autres où les choses commencent à s'améliorer, mais toutes les régions sont éligibles à l'action du gouvernement, et aucune région n'est laissée pour compte. Comme l'a dit le président de la République, que ce soit la solidarité ou la lutte contre la pauvreté, toutes les régions et tous les Ivoiriens sont éligibles.
Voilà près d'une heure qu'on parle de pauvreté, de lutte contre la pauvreté, mais il n'y a pas que ça. Vous vous occupez aussi de solidarité, de cohésion nationale également. On vous voit même parcourir la Côte d'Ivoire entière pour assister, pour porter assistance aux populations vulnérables. Il y a Ève Boué, qui est donc l'une de nos journalistes, reporters d'images à la direction des magazines d'information. Elle vous a suivi pendant quelques mois sur le terrain. Là, elle nous fait un petit récapitulatif des actions. On regarde. Les 16 et 17 septembre 2024, les habitants de la forêt classée Sodefort de Bonon, dans la région de la Maraoué, sont sommés de quitter les lieux. Bilan des populations déguerpies et dépouillées de leurs biens, des maisons détruites ou incendiées. Face à cette situation, le vendredi 13 décembre dernier, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, leur a apporté la compassion du gouvernement à travers des dons en vivres, non-vivres et en numéraire. Autre lieu, même réalité. Les habitants des localités de Soubré, Grands Atri, Dapewa et Buyo, dans la région de la Nawa, étaient sous les eaux en début du mois d'octobre. Au total, 482 ménages impactés par les inondations dues à l'évacuation des crues du barrage de Soubré. Le 31 octobre, le gouvernement ivoirien a dépêché la ministre Belmondo Dogo pour soulager ces populations touchées en vue de renforcer leur résilience. Dans l'ouest ivoirien, précisément dans la région du Guémon à Fakobli, le 23 avril 2024, une tornade a occasionné d'énormes dégâts. Services administratifs, établissements scolaires, centres de santé, habitations dévastées. Le dimanche 9 juin, la ministre en charge de la solidarité, entourée d'autres membres du gouvernement, s'est rendue dans cette ville pour exprimer la solidarité du gouvernement envers les sinistrés. À la tête de ce département ministériel depuis le 6 avril 2021, Miss Belmondo Dogo parcourt les hameaux les plus reculés du territoire national, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour porter assistance aux populations victimes de divers sinistres. Drames, catastrophes naturelles, accidents de la circulation, conflits, incendies, entre autres. Elle est chargée de coordonner l'ensemble des initiatives en matière de solidarité, d'action humanitaire et d'assistance aux groupes vulnérables et aux personnes en détresse. Dans cette veine, un concept est initié pour renforcer la solidarité agissante, le dimanche de la solidarité. À la faveur du tout premier dimanche de la solidarité, la ministre Miss Belmondo Dogo s'est rendue le dimanche 3 avril 2022 dans les communes de Yopougon et Koumassi pour traduire la compassion du gouvernement à 2 familles endeuillées ainsi qu'à Trècheville où elle a offert des oreillettes à la pâturage de la famille Diallo âgée de 103 ans. Un autre aspect de cette solidarité agissante est de porter assistance aux personnes souvent défavorisées ou en situation de handicap et dont la résilience est un enseignement comme le cas de Grace Ouattara. Cette jeune fille de 20 ans, élève en classe de terminale, est née avec une infirmité. Ce handicap ne l'empêche en rien de mener des activités pour prendre en charge sa scolarité. Pour preuve, elle est tresseuse, tiktokeuse à ses heures perdues et désormais bachelière pour la session 2024. Elle et sa famille bénéficient d'une prise en charge totale de l'État depuis 2 ans. Selon les données du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, sur la feuille de route de 2024, 10 000 ménages devraient être assistés. Au 6 novembre 2024, ce sont au moins 14 463 ménages qui ont reçu une assistance du gouvernement. Madame le ministre, on l'a vu dans ce reportage de Ève Boué, vous êtes sur le terrain, oui. Beaucoup plus à l'occasion de catastrophes. C'est ça la solidarité, dites-nous? Non, pas beaucoup plus à l'occasion des catastrophes. Peut-être que ce sont les catastrophes que les Ivoiriens retiennent. Nous n'avons pas que les catastrophes pour notre solidarité. Nous visitons les ménages vulnérables que nous accompagnons. Le reportage vous l'a démontré. Nous n'avons pas que des catastrophes où nous disons Yako. Je l'ai dit, la solidarité voulue par le président de la République n'est pas une solidarité pour les morts, mais pour les vivants. Donc nous avons des activités auprès des ménages vulnérables. Et il n'y a pas que les ménages vulnérables, puisque dans le cadre du dimanche de la solidarité, nous avons rendu visite à certains ménages qui avaient une certaine aisance. Et comment se fait le choix justement des bénéficiaires des dimanches de la solidarité? Dans le cadre du dimanche de la solidarité, nous travaillons en étroite collaboration avec les mairies et les différentes directions, le ministère de la Femme, le ministère de la Protection sociale.
Et le comité se réunit. Nous avons deux types. Nous avons le grand nombre qui reçoit des kits et nous avons dans ce grand nombre-là, nous avons 10 ménages qui sont sélectionnés parmi les plus vulnérables pour les accompagner. Donc ces ménages reçoivent l'accompagnement sur une année en fonction, je dirais, des critères sur l'extrême pauvreté. C'est vraiment, je dirais, c'est la ligne que nous avons voulu suivre pour le dimanche de la solidarité. Nous avons le grand nombre qui reçoit tous les kits et dans ce grand nombre-là, nous puisons 10. C'est vrai qu'on aurait bien voulu en avoir 20, 30, 50, mais comme nous nous projetons sur une année, ce sont des ménages que nous prenons en compte sur une année, mais grâce à Ouattara, elle, c'était une exception. Ça fait 2 ans que nous prenons toute sa famille en charge et il y a bien d'autres ménages comme ça où nous sommes allés au-delà de 1 an. Nous avons la dame de Cocodite qui vivait dans une maison inachevée avec ses filles que nous avons pris en charge. Nous la prenons en charge depuis l'année passée. Donc nous avons bien d'autres ménages. Est-ce qu'il y a des cas qui vous ont le plus touché? Oui, oui. Il y a des cas qui m'ont le plus touché. Oui, je m'en souviens, c'était une dame à Daloa. Je crois que c'est la seule fois où j'ai pleuré. Généralement, je fais l'effort de retenir mes larmes lorsque nous sommes à une situation, je dirais, triste. Mais là, je n'ai pas pu, j'ai dû craquer devant les médias. Je pense qu'on a demandé aux reporters de ne pas diffuser cette partie-là. C'était une dame d'un certain âge, elle devait avoir, je ne sais plus, peut-être 60 et 70 ans, mais qui vivait dans une extrême pauvreté. J'ai du mal à qualifier les conditions de vie dans lesquelles la dame elle était, donc ça m'a fait craquer. Nous l'avons pris en charge. D'accord. Noël? Madame la ministre, des dons aux personnes vulnérables, des vivres et des non-vivres dans une forêt de besoins des populations. Comment est-ce que l'État entend s'engager dans la durabilité? S'engager dans la durée, parce que vous le faites aujourd'hui, est-ce que ça peut aller? Et pour combien de temps vous allez tenir? Parce que votre budget, le grenier n'est pas rempli indéfiniment. Les dons aux ménages, le ministère de la Solidarité, nous sommes là depuis 2021. Elle a été créée par le président de la République. Donc, ça va s'inscrire dans la durée tant que le président de la République sera là. Et notre souhait qu'il soit là pour que les ménages vulnérables puissent bénéficier de ces dons-là. Mais il ne faudrait pas voir que les dons, parce que nous faisons l'accompagnement. J'aime à le dire, donner pour donner, ça reste de la charité. Mais le défi pour nous, et le challenge, même pas le défi, mais le challenge pour nous, c'est d'amener ces populations-là à sortir de l'état de vulnérabilité. Et c'est ce qui nous motive à en choisir 10 ou 20 lorsque nous faisons le dimanche de la solidarité, que nous accompagnons. Et lorsque nous faisons le dimanche de la solidarité, ce n'est pas que le ministère de la solidarité qui part. Lorsque le ménage qui est identifié, au sein de ce ménage, nous avons des jeunes qui ne sont pas en activité, nous associons le ministère de la Jeunesse, nous associons le ministère de l'enseignement professionnel pour l'école de la deuxième chance. Donc c'est le gouvernement qui se déplace pour le dimanche de la solidarité pour apporter des réponses à des ménages vulnérables. L'objectif, vous l'avez dit, ce n'est pas donc de faire de la charité, mais de les sortir de la précarité, oui, qu'ils puissent se prendre en charge eux-mêmes. Combien d'Ivoiriens vous avez pu sortir de cette précarité à ce jour? Si je me réfère à ma feuille de route, le gouvernement m'a demandé d'assister 10 000 ménages, 10 050 ménages. Mais j'en ai... Sur l'année? Sur l'année. D'accord. Pour cette année 2024, nous en avons fait 20 870 ménages. D'accord. C'était prévu d'en faire 10 000? D'en faire 10 000, nous en avons fait 20 000. Donc vous pouviez en faire 30 000? Nous aurons pu en faire 30 000, mais ma feuille de route m'a demandé 10 000, j'en ai fait 20 000. On espère que pour l'année 2025, on pourrait faire 30 000, mais je dirais 30 000 oui et non. Parce que dans ces ménages-là, il y a le nombre élevé des ménages qui ont subi des catastrophes. J'aurais voulu avoir dans ma balance les ménages vulnérables en hauteur et les catastrophes à la baisse. Mais nous avons plus de ménages
qui ont subi des catastrophes que des ménages vulnérables. D'accord. 20 000 ménages, 20 800 ménages. C'est vérifiable, hein, ces chiffres? Oui, les chiffres sont vérifiables auprès des différentes mairies et même du corps préfectoral. Lorsque nous partons, nous avons la liste de ces ménages que nous accompagnons, liste qui est partagée avec les mairies et le corps préfectoral. D'accord. Et les Ivoiriens, en général, vous pensez qu'on est solidaire? En zone rurale, je dirais oui. En zone urbaine, vous diriez quoi? Non. Laissez-moi développer. D'accord, allez. Merci. En zone rurale, je dirais oui, parce que lorsque nous avons des catastrophes en zone rurale, avant que la ministre n'arrive, les populations s'organisent pour recueillir les ménages sinistrés, partager gîtes et couverts. Donc en zone rurale, la solidarité, elle est réelle. En zone urbaine, le premier réflexe, c'est d'abord de filmer. Et cela s'est passé pas plus loin que le vendredi. Nous revenions de Bédiala pour Bonon. Il y a eu un accident. J'ai dû faire arrêter mes véhicules pour que nous puissions apporter assistance parce que les blessés, il y en avait 5 qui étaient sur le sol. Mais la préoccupation, c'était de filmer. Et j'ai même demandé aux gendarmes qui étaient là d'arrêter tous ceux qui filmaient. Que de chercher à appeler les pompiers, le premier effet, c'est de faire sortir son smartphone pour filmer. Donc la solidarité en zone urbaine, nous avons encore une sensibilisation à faire pour que les Ivoiriens soient plus solidaires que ça. D'accord. Le budget de fonctionnement de l'année 2025 de votre département, ça s'élève à 64 milliards. Vous avez dit que ça va pouvoir gérer les priorités. Quelles sont vos priorités aujourd'hui? Les priorités, ce budget-là, je dirais plus de la moitié part aux filets sociaux. Comme il a dit tout à l'heure monsieur Zako, monsieur Manuel, pour ne pas qu'il y ait des retards de paiement, parce que la difficulté est qu'au moindre état de paiement, le ménage bénéficiaire peut basculer à nouveau dans la vulnérabilité. Donc la priorité pour nous, c'est pour 2025, ce sera les ménages vulnérables. Et l'autre priorité, c'est la cohésion nationale. D'accord. Et 2 milliards 231 millions 474 000 sont alloués aux actions du programme de solidarité et d'action humanitaire. C'est quoi ces actions? Solidarité, action humanitaire, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure à la télévision, apporter assistance aux ménages sinistrés, apporter assistance aux ménages vulnérables. La prise en charge, elle peut être médicale, mais nous en faisons moins. Nous en faisons moins puisque nous avons le ministère de la Santé qui a la gratuité ciblée. Vous avez l'accompagnement, comme on l'a dit tout à l'heure, à l'année des ménages bénéficiaires. Donc vous avez l'accompagnement en numéraire, en VV, en non-VV, aussi en formation. D'accord. Madame le ministre, vous le savez déjà, mais c'est pour ceux qui nous suivent, il existe un observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, et cela depuis plus d'une quinzaine d'années. Il a entre autres pour mission de définir et d'actualiser les indicateurs de solidarité et de cohésion sociale. Davis Oyo, l'autre JRI de la direction des magazines et de l'information, est allé voir comment fonctionne concrètement cet organe de prévention de conflits. La régie, si vous êtes prêts, on peut y aller. Je vous appelais là pour avoir l'information sur la confirmation de l'information qu'on a eue au niveau de Bédiala. Nous sommes dans la salle programme de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, une salle de traitement des alertes située dans la commune de Cocody. Evra, responsable de zone à l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, traite en moyenne 3 voire 4 alertes jour. Il vient d'être saisi par un moniteur. Le moniteur vient de m'informer d'un conflit intercommunautaire à Bédiala, entre les Gouro et les Sénoufo. Le conflit part du décès d'une jeune fille depuis le 5 novembre. Son corps a été retrouvé dans un puits. Le mécanisme de traitement se met automatiquement en marche. Première étape, vérification de l'information. Directrices régionales et autorités préfectorales sont saisies. Information authentifiée, Evra rédige un rapport d'incident et le directeur général est informé à travers la plateforme OSCS Diligence.
Ibrahima Tiozon Koulibaly est saisi. Le directeur général de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale vient s'imprégner du dossier. Qui traite la situation à Bédiala? Oui. D'accord. Quelles sont les informations, les dernières informations sur l'incident? Je l'ai mis dans la diligence. Un blessé grave qui est décédé lors de son transfert à l'hôpital Bédiala. Quand l'information arrive à notre niveau, on se rassure d'abord que tous les faits collectés sont exacts. Parce que si la hiérarchie doit intervenir, ça ne doit pas être sur des on-dit, sur des choses, sur des faits concrets. En plus des conflits, les sinistres, les accidents de la route, les incendies, les intoxications, les catastrophes naturelles font partie des alertes traitées par les 21 responsables des zones et les 13 072 moniteurs sur le terrain. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a une zone qui se particularise par rapport au nombre du conflit. Parce que de 2011 à 2024, il y a eu une réduction considérable du nombre des conflits. Les alertes de cohésion sociale sont traitées. Lorsqu'elles exigent donc une intervention, il y a un rapport d'incident qui est rédigé correctement avec des informations spécifiques qui est donc transmis à Madame la ministre et cela permet donc d'organiser son intervention. C'est par exemple le cas de Bédiala. Justement, ce jeudi 12 décembre, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue à Bédiala, la cité endeuillée. Accompagnée par le ministre Mamadou Touré, par ailleurs président du conseil régional du Haut-Sassandra, Miss Belmont Togo a appelé les deux communautés en conflit à l'apaisement. Des propos repris par le président du conseil régional du Haut-Sassandra. Pourquoi avoir une solidarité communautaire dans le mal? Ce qui s'est passé est trop grave, on ne peut pas laisser. Il faut que Bédiala soit une leçon pour toute la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont pris des calibres 12, ils doivent répondre devant la loi, quelle que soit leur ethnie. Et qu'on comprenne que maintenant on est dans un état de droit. Personne n'a le droit de se faire justice. Pour rappel, les attaques de Bédiala ont occasionné un décès, 10 blessés et des dégâts matériels importants. Un énième conflit intercommunautaire qui justifie les 1044 alertes traitées par l'Observatoire de la solidarité de la cohésion sociale de 2016 à 2024. Merci beaucoup. Merci Davis Oyo. Madame le ministre, à Bédiala, justement, dans la résolution du conflit sur place, on vous a vu tenir des propos fermes, assez fermes. Il vous arrive de lever le ton des fois? Lorsqu'il s'agit de cohésion nationale, oui. Pour moi, ça c'est mon intime conviction, le président de la République ne peut pas avoir fait ce qu'il a fait et que notre jeunesse s'amuse à avoir des calibres 12 pour régler un conflit. On ne peut pas avoir mis la Côte d'Ivoire à ces niveaux-là et avoir une population qui est en train de jouer avec les armes. Je me devais d'avoir un discours ferme parce que ces deux communautés, mais deux communautés alliées. Si nous rentrons dans la tradition ou dans les relations interethniques en Côte d'Ivoire, l'alliance la plus répandue en Côte d'Ivoire, ce sont les Goureux et les Senufo. Alors j'ai dit aux chefs de village, aux chefs de communauté que je trouvais inadmissible que cela arrive. Cela arrivait certainement parce que les jeunes qui s'y sont adonnés ne connaissent pas les liens qui existent entre ces deux communautés-là. C'était avec un ton ferme parce que les enfants, les jeunes ont utilisé des calibres 12. Il y a eu mort d'homme, la jeune dame qui est le deuxième décès. La dame a reçu 2 balles. Une balle encore, on peut dire la balle est partie dans la panique, mais 2 balles, c'est un meurtre. Pour nous, comme l'a dit le ministre Touré, Bédiala doit servir de leçon à toute la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont pris des armes, tous ceux qui ont brûlé, tous ceux qui ont cassé, doivent répondre devant la justice. Et nous avons dit au chef, ils vont assumer. Les jeunes qui ont posé ces actes-là, vont assumer. Et nous sommes allés plus loin. Parce qu'après, il y a certaines personnes qui ont appelé pour dire non, les gourous doivent chasser les Senufo. Non, les Senufo, vous ne devez pas partir parce que c'est chez eux. Nous l'avons dit, nous allons remonter tous ces appels-là et rechercher ces personnes-là. Parce que c'est incité à la haine. Et la Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Et il n'y a pas que Bédiala, vous avez parcouru d'autres localités qui ont vécu ce genre de drame aussi. Oui, il n'y a pas que Bédiala. Nous avons connu plusieurs conflits
interculturels. Nous en avons en Côte d'Ivoire, conflit interculturel, conflit interethnique, comme ça a été le cas à Doké, à Bon, dans la Bagoué, à Dimokro, dans un village à Dimokro. Nous avons dans le nord, nous avons dans le Gor. Donc nous avons plusieurs zones où nous avons eu des conflits, mais que nous avons... Est-ce qu'il y a une typologie des conflits, de ces conflits-là, qui sont courants en Côte d'Ivoire? Oui. Oui, je l'ai dit, vous avez les conflits fonciers. Vous avez les conflits fonciers, vous avez les conflits culturels dans des localités où il y a des masses. Il y a des heures où le masse sort, où les populations ne doivent pas voir. Et lorsqu'une autre communauté, en dehors de la communauté de l'ethnie qui a le masse, un des membres sort, ça crée des palabres parce que souvent le masse porte main à la personne ou ceux qui accompagnent le masque portent main à la personne. Et ça devient un conflit. Donc ça devient un conflit. Ça part en vrille et c'est... Donc ça devient un conflit. Donc vous avez le conflit foncier, le conflit... Dieu merci, dans le Nord, on commence à avoir moins de conflits éleveurs-agriculteurs, mais vous avez le conflit foncier, le conflit éleveur-agriculteur, le conflit culturel, et vous avez les conflits, je dirais... je ne dirais pas interethnique comme ça, parce que souvent, c'est que deux membres d'une communauté qui commencent. Mais les chefs, les rois, les chefs traditionnels, ils jouent un grand rôle, justement, dans ce... Oui, pour nous, la Chambre des rois, et j'aime beaucoup à le dire, lorsque le président de la République a fait de ce corps-là une institution, c'est parce que derrière, il avait une vision. Et il est grand temps que la Chambre des rois et chefs d'État traditionnels joue son rôle. Et son rôle pour nous, c'est le règlement pacifique des conflits, de tous les conflits en zone rurale. Nous mettons un accent particulier à ce que ces conflits-là trouvent solution par la voie pacifique. Mais je précise, et j'aime à le dire lorsque nous partons pour les règlements de conflits, pour celui qui a tué, il doit répondre devant la justice. C'est ça. Il ne faudrait pas le dire que Madame la ministre ne parle pas de justice, non. Si vous commettez un meurtre dans une communauté, vous devez répondre devant la justice. Noël, d'accord. Madame la ministre, généralement, vous arrivez quand le drame est déjà survenu. Est-ce qu'à travers l'observatoire qu'on a vu tout à l'heure, est-ce qu'il y a possibilité de prévenir les conflits quand on a des brides d'informations? Ah si. L'observatoire, c'est notre mécanisme d'alerte précoce. Donc l'observatoire nous permet, lorsque nous avons, je dirais, des murmures, comme on dit, des bruits qui pourront mettre à mal la cohésion dans une localité donnée, la direction générale de la cohésion tout se met en route pour trouver voies et moyens, des solutions pour apaiser, je dirais, les deux camps. Donc, on n'est pas uniquement, je dirais, dans le règlement des conflits. Nous sommes aussi dans la prévention des conflits. Et pour nous, c'est l'étape la plus importante. Il est préférable de prévenir les conflits, d'amener les populations à se parler que d'attendre qu'elles en viennent aux mains. Est-ce qu'on a eu des cas? Oui, nous avons eu des cas. D'accord. Oui, nous avons eu des cas où, par le dialogue, solution a été trouvée par le dialogue et des chefs et des guides religieux. Comme j'aime souvent le dire, dans une église, dans une mosquée, vous n'avez pas qu'une seule ethnie, vous n'avez pas qu'une seule femme ou un seul homme. Donc pour nous, que ce soit la chefferie, que ce soit les guides religieux, ils ont un rôle important à jouer dans la cohésion nationale du pays. Madame le ministre, qui peut donner une alerte? L'OSN, d'accord, mais qui d'autre peut le donner et comment il peut le donner? Qui d'autre? Bon, c'est vrai que l'OSN a 13 000, a un peu plus de 13 000 donneurs d'alerte. Donneurs d'alerte. D'accord. Cependant, en dehors de ces personnes-là, si dans une localité, M. Tonton Pion estime que la stabilité ou la cohésion risque d'être à mal, mais il peut prévenir le ministère. Comment? Est-ce qu'il y a un numéro vert qui existe? Oui, l'observatoire est numéro vert, j'avoue que je ne l'ai pas en tête, mais l'observatoire est numéro vert. D'accord. Madame le ministre, on va encore y aller pour les questions des populations qui nous suivent. Régis Kofi, les questions que vous avez recueillies par téléphone, vous pouvez nous les communiquer.
Deux questions. Monsieur Ouattara est une victime de la crise de 2010-2011. Il dit avoir adressé un courrier au ministère en juin 2024. Courrier sans suite depuis. Et puis lui aussi dit avoir déposé un courrier au ministère suite à un conflit sur une affaire de terrain, conflit qui oppose une famille modeste à une personnalité en griffe proche du gouvernement. Sa question, est-ce que le ministère est compétent justement pour gérer ce genre d'affaires? Il s'agit de M. Konaté Souleymane qui nous a appelé de la commune de Yopougon. Je pas saisi. La dernière question, Régis Kofi, est-ce que vous pouvez nous la répéter? Vous voulez que je reprenne les questions? Alors, donc je disais, nous avons deux questions. La première, M. Ouattara est une victime de la crise de 2010-2011. Il dit avoir adressé un courrier au ministère en juin 2024, courrier sans suite depuis. Lui aussi dit avoir déposé un courrier au ministère suite à un conflit sur une affaire de terrain, conflit qui oppose une famille modeste à une personnalité en griffe proche du gouvernement. Sa question, est-ce que le ministère est compétent pour gérer ce genre d'affaires? Il s'agit de M. Konaté Souleymane qui nous a appelé de la commune de Yopougon. Madame la ministre. Avant de revenir aux questions de M. Konaté Souleymane, le numéro vert de l'Observatoire, c'est le 07 88 47 46 03. Donc, les populations peuvent joindre l'Observatoire via ce canal-là. D'accord. Pour revenir à la question de M. Konaté, il dit être victime de la crise de 2010 à 2011. Ça, c'est Ouattara. Ouattara. Oui. Victime de la crise de 2010 à 2011. Et c'est en 2024 qu'il saisit le ministère. Oui. Et si j'ai bien compris sa question, c'est ça? Oui, c'est cela. Mais son courrier est resté sans suite. C'est vrai. Je veux bien comprendre. Il est victime depuis 2010-2011 et il attend 2024 pour saisir le ministère. C'est maintenant peut-être qu'il a su comment vous saisir et puis il l'a fait. Il a peut-être des séquelles. Il y a encore pour les victimes des crises, le ministère n'a ajouté aucun nom. Nous travaillons sur la liste qui est connue depuis 2015. Depuis le PNCS. Depuis le PNCS, CDVR, depuis la ministre Mariatou. C'est sur cette liste-là que nous continuons de travailler. Nous n'avons ajouté aucun nom et nous ne sommes même pas habilités à ajouter de nom. Konaté Souleymane, il a assisté à un conflit concernant un conflit foncier qui opposait une personne lambda à une personnalité assez proche du gouvernement. Il demandait, est-ce que votre département est compétent pour régler ce genre Non, le département de la solidarité n'est pas compétent. Nous sommes certes solidaires de tous les Ivoiriens, mais nous ne sommes pas la justice. Noël Zako. Alors, Madame la ministre, je vais parler un peu toujours de la cohésion sociale, la cohésion nationale. Alors, vous avez hérité de ce département il y a environ un an. Le constat, c'est que les activités que vous menez sont la plupart du temps dans le volet social. Est-ce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est à quelques mois de la présidentielle? On connaît les clivages politiques. Est-ce que vous avez, dans la perspective de vos actions, des actions à mener pour apaiser pendant et après le scrutin électoral? Oui, nous n'attendons pas 2025 pour faire ces actions-là. Les Ivoiriens font plus attention aux actions du ministère lorsqu'il s'agit de la solidarité. Lorsque nous menons des actions en lutte contre la pauvreté et cohésion, ils sont moins regardants. Généralement, quand on voit le visage de la ministre, on dit tout de suite c'est la solidarité. Les actions sur la cohésion nationale, il y a un peu plus de 6 mois que nous avons commencé à former afin d'avoir des femmes actrices de paix, afin d'avoir des jeunes acteurs de paix. Nous avons des formations, des sensibilisations, parce que pour nous, l'élément important et qui va jouer en 2025, c'est la confiance que l'Ivoirien aura aux institutions.
peu importe les actions qui seront menées, si l'Ivoirien n'a pas confiance aux institutions, les résultats qui vont sortir des unes seront contestés. Donc nous travaillons au renforcement de cette confiance-là entre population et institutions de l'État. Nous avons des sensibilisations, nous avons la thématique sur la culture de la démocratie. Pour nous, ce sont des choses que nous avons commencées il y a plus de 6 mois. 2025, ça se prépare pas en octobre, ça se prépare maintenant. Doit-on avoir peur de 2025? Il n'y a aucune raison que l'Ivoirien ait peur de 2025. De cette même manière que l'Ivoirien était convaincu que la CAN devait rester en Côte d'Ivoire pour nous, l'Ivoirien doit avoir ce même engagement, cette même ferveur et se dire que 2025 sera la meilleure année parce que nous aurons l'élection présidentielle et pour une fois, nous irons aux urnes, nous allons sortir de ces urnes-là et être en mesure de regarder le voisin le lendemain et le saluer. Madame le ministre, on va terminer avec un dernier élément. C'est un micro-trottoir. Davis Oyo et Seydou Ouattara ont promené leur micro dans les rues d'Abidjan pour demander aux populations ce qu'elles attendent de votre département ministériel. Nous demandons au ministre d'accentuer au fait la sensibilisation. Il faut que les politiciens évitent d'instrumentaliser souvent comme un genre de vengeance pour pouvoir tromper la population. Nous demandons au ministère de la Solidarité aussi d'organiser des émissions pour sensibiliser la population pour ne pas qu'il puisse avoir des conflits dans le pays, pour qu'il puisse avoir la paix, l'amour dans le pays. Concernant la cohésion, vraiment, je demande à ce que cette culture de paix-là, vraiment, ce qu'il faut nous enseigner, il faut que vraiment on cultive ça, qu'on essaie d'enseigner ça aux gens et que vraiment on approche effectivement la population afin qu'on leur dise ce que c'est qu'une élection. Ce n'est pas la guerre. Il faudra que l'État décentralise, que nos radios locales parlent aussi de la sensibilisation par rapport à la paix. Pour une année électorale apaisée, moi je souhaiterais que le ministère de la cohésion fasse des sensibilisations en faisant des jeux quartiers comme cela par exemple, et aussi les pancartes. Puis il faut qu'il y ait des camions parades pour parler de cohésion sociale. Le ministère doit faire des émissions envers la population. Chacun doit dire ce qui est dans son cœur en réalité pour qu'il y ait la cohésion sociale avant qu'on passe à l'élection présidentielle de 2025. Je voudrais d'abord encourager le gouvernement par rapport à toutes les mesures qui sont prises déjà pour encadrer l'utilisation des réseaux sociaux. Et je voudrais dire à Madame la ministre d'accentuer encore les mesures de sensibilisation et surtout de sanctions pour ceux qui sont pris en flagrant délit. Beaucoup de personnes utilisent ces réseaux sociaux pour perturber la quiétude au niveau de l'État, au niveau de la République de Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas acceptable. Alors, Madame le ministre, quel commentaire vous faites? Je suis d'avis avec tous ceux qui ont intervenu. Il faut sensibiliser, il faut amener l'Ivoirien à avoir la culture de la paix. Comme l'a dit un des intervenants, c'est l'héritage à nous laissé par le président Feu Félix Houphouët-Boigny. Nous allons continuer les actions. C'est vrai qu'en termes de cohésion, sur les 6 mois, nous les avons fait peut-être sans grands médias, mais pour 2025, ce sera avec tous les médias que les actions seront menées. D'accord. Allez-y, Noël. Vous allez, 2025 arrive, hein, vous allez investir le terrain, ça c'est sûr. Mais investir comment? En campagne pour votre parti ou pour la cohésion, sensibilisation? Mais non, le gouvernement va travailler. De janvier jusqu'à septembre, même jusqu'à octobre. C'est le gouvernement qui est là, donc le gouvernement qui sera aux affaires, donc le gouvernement va travailler. Nous ne serons pas en campagne, on sait faire la part des choses entre le costume politique et le costume de ministre. D'accord. Je rappelle donc le numéro vert, 07 88 47 46 03. On a terminé. Noël Zako, très rapidement, vraiment. Madame la ministre, est-ce qu'au-delà de la sensibilisation des populations, est-ce que les politiques, vous irez vers eux? Ah oui, nous parlerons
lorsque je dis toute la population, c'est tout le monde compris les politiques. Nous parlerons à tout le monde, personne ne sera mis de côté. Je vous l'ai dit, on sait faire la part des choses entre la casquette politique et la casquette de ministre. Le ministre travaille pour la population, le ministre travaille pour la Côte d'Ivoire. Donc cette campagne de sensibilisation, ces rencontres se feront avec les politiques, les leaders de communauté et la Chambre des rois et chefs traditionnels. Donc tout le monde sera, alors je dirais, mettra la main à la tâche pour que 2025 soit la plus belle année. Merci. Madame le ministre, Miss Bellemonde Dogo, le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière de cohésion nationale, de solidarité et de lutte contre la pauvreté, a l'initiative et la responsabilité de contribuer à la réduction des conflits, des tensions et des violences, à la promotion et mise en œuvre des actions de solidarité et la participation à la prise en charge sociale des populations vulnérables. Encore une fois, merci, Madame le ministre. Vous êtes notre dernière invitée de cette année 2024, je l'ai dit à l'entame de l'émission, et on est bien heureux de vous avoir ce soir, croyez-le. On va profiter pour saluer toutes celles et ceux qui se sont succédés ici pendant cette année. La régie, ma réalisatrice Awa Savadogo, vous allez suivre avec moi. On va tout d'abord dire merci au général, le général Vagondo. Si la régie peut suivre avec moi, on va y aller. Le général Vagondo, ministre donc de l'Intérieur. Ce monsieur, c'est Adjoumani, Kobena Kwasi Adjoumani, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Nous avons monsieur Tchagba Laurent, ministre des Eaux et Forêts, qui était avec nous également ici. Le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Coulibaly Cuibière, merci d'être venu sur notre plateau, monsieur le président, donc Cuibière. Et juste après Cuibière, nous avons reçu ici sur notre plateau Touré, Nasseneba Touré, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui était également avec nous sur ce plateau pour un numéro de RTI 1 reçoit. Et à sa suite, nous avons reçu l'un des plus fidèles de cette émission, monsieur Mamadou Touré. Il est arrivé ici, je ne sais plus combien de fois, parce que c'est lui qui porte le programme jeunesse du gouvernement. Ne vous étonnez pas, vous allez encore le voir en début d'année. Vers la fin du premier trimestre de l'année prochaine, il sera ici avec de nombreux autres ministres pour parler encore PJ Gouv. Et puis, après lui, bien sûr, nous avons notre ministre bien-aimé qui est avec nous depuis 1h30, Miss Bellemonde Dogo, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Madame le ministre, vous êtes venue indiquer aux Ivoiriens et aux non-Ivoiriens les actions menées par le gouvernement pour une Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire cohésive. Grand merci à vous, grand merci, bonne fête de fin d'année. Et à mon équipe, mon adorable équipe, cette trentaine d'agents qui se mobilisent chaque numéro de RTI 1 reçoit pour vous offrir le meilleur. Équipe menée par la Red Chef Aficiata Dosso Karamoko et Koné Lanciné, le directeur des magazines d'information. Merci. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci pour votre grande confiance. Bonne fête à tous et à l'année prochaine. Merci.